Et l'on va avancer hein, avec ce sujet. Il n'est pas passé inaperçu. Hier, cette conférence de presse de la substitut du procureur près la Cour de répression des infractions économiques et financières, Jacques, plusieurs noms ont été évoqués. Marissa, notamment, on va plutôt aller avec un des éléments tout à l'heure quand cela sera donc prêt, dans un instant, pourquoi pas. Mais avec vous, on a suivi cela. Marissa et Zeynab Ndabaya, la problématique revient. Pourrait-il être ramené au pays pour des fins de justice? Il faut d'abord dire que cette conférence, je ne sais pas si elle avait été voulue par le parquet spécial de la CRIEF, puisque depuis un moment, on s'attendait quand même à comprendre un peu ce qui se passe sur un certain nombre de dossiers, qualifiés de dossiers phares. Mais après l'arrestation et l'inculpation de cabinet Silla Bill Gates, il y a des avocats qui ont tenu une conférence et qui ont un peu fait des griefs à l'endroit de la procédure elle-même conduite par la CRIEF. Je pense donc que peut-être cette conférence a été organisée suite à la sortie de ces avocats. J'essaie de dire comme ça, même si on a profité pour parler d'autres sujets de manière beaucoup plus large. On nous a fait comprendre qu'il y a une centaine de dossiers qui sont conduits, qui sont actuellement traités. Il y en a qui ont été classés sans suite, je crois au nombre de 7. Il y a d'autres pour lesquels je crois l'instruction est bouclée et ils sont en train de voir comment programmer, n'est-ce pas, les procès. C'est le cas du FER et puis de la SEG. Donc Souleymane Traoré et Djourdé, si en principe il n'y a pas d'autres éléments qui arrivent dans les prochains jours, on pourrait au dire du procureur avoir des procès pour les deux spécifiquement. Maintenant pour les autres, il y a encore l'instruction qui continue d'être menée. C'est le cas par exemple de Kassouri dont on parle qu'il y aurait des nouveaux éléments qu'on a découverts et sur lesquels on serait en train de travailler. Le procureur dit il a demandé au juge de creuser sur un certain nombre de dossiers. Après le cas de Zeynab Ndabaya et puis Marissa. Justement, ce qu'on va faire, on va écouter ce premier élément justement. Il y avait nos reporters, j'allais dire, télé et radio. On va donc écouter cet élément, ce bout de la communication de la substitut du procureur et on se retrouve derrière pour commenter. Depuis l'opérationnalisation de la CRIEF, 5 procédures ont été enregistrées, 78 dossiers transmis à la Chambre de l'instruction, 14 dossiers orientés en citation directe, un dossier en opposition, 7 dossiers classés sans suite, un dossier orienté en flagrant délit, 299 personnes physiques poursuivies et 10 personnes morales. Parmi ces 10 personnes morales et 99 personnes physiques poursuivies, il y a 11 personnes en détention. 11 personnes en détention. 3 sont condamnés, ont fait l'objet d'une condamnation. Parmi ces 299 personnes poursuivies. Parmi ces personnes en détention, Kassory Fofana, son placement en détention provisoire a été prolongé après les 4 mois. Ses avocats ont intenté recours devant la Cour suprême. La Chambre de l'instruction a programmé le mardi passé, donc, l'interrogatoire au fond, le deuxième interrogatoire au fond de M. Ibrahima Kassory Fofana. Malheureusement, compte tenu du calendrier de la CRIEF ici et quelques exigences procédurales, cet interrogatoire n'a pas pu avoir lieu. Nous attendons de la Chambre l'établissement d'une nouvelle date pour le second interrogatoire de M. Ibrahima Kassory Fofana. Les anciens ministres Oye Guilavogui, Mohamed Diané, Ibrahima Kourouma et Amadou Damaro Camara restent aussi en prison. L'ancien directeur du FER, qui a bénéficié d'une liberté provisoire après le paiement de 5 milliards de francs guinéens, attend son jugement. Un mandat d'arrêt international a été décerné contre Zeynab Ndabaya, ancien ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Et Interpol a été déjà saisi. Le procureur a requis un mandat d'arrêt international contre Aboubakar Makissa Camara et la saisie de ses biens. Nous avons demandé à la Chambre de l'instruction de procéder à la saisie immobilière
de plusieurs immeubles que nous avons identifiés au nom de M. Aboubakar Marissa Fofana. Et également entreprendre concomitamment un mandat d'arrêt. L'autre dossier, c'est l'affaire Erguiné. Mamadou Silla est inculpé et placé sous contrôle judiciaire. Et la convocation de Cellou Dalein Diallo a été remise à son président de conseil de quartier. Nous l'avons analysé suite au rapport que nous avons reçu. Nous avons constaté qu'il y a matière à faire des investigations supplémentaires. Ce qui a prévalu la saisine de la chambre de l'instruction par réquisitoire introductif que nous avons envoyé au niveau du président de la CRIEF. Nous sommes accrochés aux lèvres de la chambre de l'instruction qui va nous dicter les prochaines étapes de la procédure. Tout homme qui fera profession de rechercher la vérité et de la dire sera toujours odieux à celui qui exercera l'autorité. Qui sont évoqués comme ça au fil de cette conférence de presse. Donc il y a beaucoup de dossiers autour desquels on a eu déjà beaucoup de commentaires. Maintenant, il y a quand même des interrogations. Au-delà, on va parler de Marissa et de Zenab Nabaya qui ne sont pas encore en Guinée, mais ceux qui sont là. Il y a la lenteur qui a été constatée la dernière fois, on en parlait, ces soupçons qui pèsent aujourd'hui sur le parquet de la CRIEF qui n'irait pas plus vite qu'on l'aurait souhaité, en tout cas sur certains dossiers. La justice a bien sûr sa vitesse, mais en même temps, si vous n'avez pas d'instruction à donner véritablement aux juges pour pouvoir creuser sur un certain nombre de dossiers, il y a, n'est-ce pas, la lenteur. Mais c'était déjà bon de nous apprendre qu'il y a des procès qui pourraient être, les audiences qui pourraient être ouvertes pour le cas de la SEG et le cas de Souleymane Traoré du FAIRE, pour qu'on comprenne évidemment si les faits qui leur sont reprochés sont vraiment établis. Et en fonction de cela, qu'on puisse suivre la suite. Tous les deux ont bénéficié d'une liberté conditionnelle. Ils sont en liberté, mais ils doivent pouvoir revenir. Maintenant, pour Marissa et Zenab Nabaya, qui sont quand même sortis. Bon, pour Zenab, elle n'était pas là, mais Marissa a pu sortir après le coup d'État, donc quelques jours après la prise du pouvoir. Et on savait pertinemment que en tout cas, la lutte contre la corruption allait être engagée. Il me semble d'ailleurs que le processus était déjà enclenché quand lui il a pu sortir du pays. Donc aujourd'hui on se pose bien la question comment on peut le ramener, n'est-ce pas, en Guinée. S'il reste à un endroit où l'Interpol peut agir, on va dire bingo. Mais s'il est à un endroit où on ne peut pas l'extrader, on se contentera de faire ce que le procureur ou disons les juges disent très souvent. S'il n'est pas là, il sera quand même condamné par contumace. Mais en tout cas, il n'est pas là. C'est le cas de Silla, jeune Silla, qui était à la cour, je crois, cour constitutionnelle comme DAF, qui a été condamné, mais qui n'est pas là. Il a eu saisi de ses avoirs, mais lui-même ne fait pas la prison comme d'autres qui sont restés au pays. Je me demande donc quels sont les moyens aujourd'hui à la disposition de la CRIEF pour faire venir ceux qui sont sortis du pays. On ne parle que de deux, mais ils ne sont pas que deux qui sont sortis. Je crois qu'il y a d'autres. Je ne sais pas clairement s'il y a des charges contre eux, mais il y a d'autres qui sont aussi à l'étranger. Voilà, ça a été évoqué, un mandat d'arrêt international à l'encontre de ces deux cadres du pays, Antoine. Une poudre de perlimpinpin, un enfumage. Quelle chance que tout cela puisse prospérer. Oui, il faut déjà saluer cette sortie du procureur et de son équipe. J'ai toujours sollicité cela, qu'il y ait de la communication autour des dossiers. Périodique, oui. Périodiquement, afin que l'opinion soit située sur les charges portées contre ces personnes. Aujourd'hui, je pense que la communication d'hier, pour beaucoup de cas, on a été édifié. Pour ce qui est de Zenab et de Marissa, je crois que le procureur a été clair dans sa communication. Il semble que la procédure est presque arrivée à terme. Interpol a été saisi. Et il nous apprend que c'est en bonne voie et il n'exclut pas que dans les jours à venir qu'on pourrait les extrader en Guinée. Marissa, il nous apprend que Marissa c'est pratiquement bouclé avec Interpol. Également Zenab Nabaya, on apprend qu'elle était en Europe à un moment donné, qu'elle est allée dans un pays arabe, je crois que c'est à Dubaï, où elle serait établie désormais. La question c'est de savoir est-ce que les autorités de ces pays-là vont coopérer pour que ces Guinéens puissent revenir chez eux. C'est la grosse question, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a
dans la communication qu'on a vue, vous sentez qu'il y a quand même une volonté de faire la lumière sur ces différents dossiers. Il y a eu l'autre communication faite autour du cas Lucien Inabe, l'ancien gouverneur de la Banque centrale, qui est aujourd'hui en liberté, pour qui on apprend la caution demandée n'a pas été payée avec des montants en espèces, mais plutôt il a mis en bien, c'est-à-dire des titres fonciers qui ont été saisis. Et lui également, l'instruction de son dossier serait presque fini pour l'audience. Il y a Souleymane Dufer, Oye Gilavogui, dont l'instruction est en cours, Kassori, et les autres pour qui on apprend. C'est toujours la phase d'instruction et le procès pourrait s'ouvrir dans les jours à venir. Mais l'autre chose que je n'ai pas comprise dans la communication du procureur, parlant du cas de Kassori, il disait que le débat de fond devait commencer, mais pour des raisons qui n'a pas bien élucidées, on a préféré reporter le débat de fond. Je crois qu'il a dit, si j'ai bien compris, il y a de nouveaux éléments sur lesquels il est encore important que les juges continuent à creuser pour pouvoir organiser... Ça c'était une des explications, mais ce que Antoine évoque justement, je pense que c'était des problèmes de coordination à l'intérieur même de la CRIEF, qui ont occasionné ça. Empêché cela. Et je me dis que les personnes en détention n'en sont pas responsables. S'il faut remanier l'institution, il faut le faire au plus vite pour que les personnes en détention tout de même soient enfin situées sur leur sol. S'il faut les libérer, qu'on les relaxe, à défaut qu'on les maintienne là, au moins qu'on sache c'est quoi la peine et les faits véritables pour lesquels ils sont en détention. Aujourd'hui, on salue l'initiative, on espère que ça va continuer. Le cas Bill Gates, forcément on va en parler parce que ça a été, ils ont largement expliqué ce qui se passe avec des détails sur les montants saisis. On y revient tout à l'heure. Oui, allez-y. Tout à fait. C'est une communication qui était attendue. Vous vous souvenez, il y a encore, je crois, 3 mois, ils n'avaient pas communiqué de façon officielle sur les dossiers. Et donc aujourd'hui, c'est fait. Et ce qui est important, c'est le cas de Marissa. Vous vous souvenez, moi j'avais échangé avec lui à l'époque quand on a saisi son avocat. Il faut rappeler que c'est Maître Béa qui est son avocat. D'accord. Voilà. Oui, Maître Salifou Béavogui qui est l'avocat de Marissa. Et quand il est parti dans son développement, dans sa communication, il disait qu'il était allé en France pour des études. Mais qu'il est étonné d'apprendre qu'on lançait une poursuite contre lui, qu'il a fait 100 jours avec le CNRD quand il était aux affaires, qu'après le décret de son départ, il a fait 3 mois à Conakry. On ne lui a pas signifié quelque chose et donc il est sorti, qu'on parlait de fuite. Donc il n'était pas d'accord avec... Et il est parti comment? Il est sorti comment du territoire? Là, c'est la grosse question. Par les airs? Justement. Ça, c'est... Moi, quand même, on avait demandé son avocat. Il n'a qu'à nous respecter un peu. Voilà. Et on avait demandé son avocat. Précision, c'est que le procureur dit qu'ils ont fait une réquisition pour saisir tous ses avoirs. Il paraît qu'ils ont recensé beaucoup d'immeubles à Conakry. Des biens et même en allant du côté de Tormelen, voilà, il y a 70 villas. Allons-y. Voilà, les 70 villas. Donc tout cela, il y aura une saisie conservatoire. Pour Dienab Nabaya, j'apprenais qu'elle était à Dubaï. Alors, est-ce que entre les Émirats et la Guinée, il y a cet accord de réciprocité? Est-ce que c'est possible d'extrader quelqu'un? C'est la question. Maintenant, c'est à la CRIEF aujourd'hui de répondre à cette question. Et pour finir, je pense qu'on est sur une dynamique. N'oubliez pas également, elle est revenue sur le dossier Air Guinée pour dire que pour l'instant, le dossier, ils n'ont pas fini de l'instruction, qu'ils avaient demandé une instruction supplémentaire parce qu'il y avait des paramètres qui manquaient à boucler sur le dossier. Donc ça veut dire qu'il faut encore attendre. Mais sur le dossier, d'abord, Mohamed Silla a été inculpé, placé sous contrôle judiciaire. L'ancien ministre de l'économie et des finances tchèque également qui a été inculpé, placé sous contrôle judiciaire. La troisième personne, c'est Loudalen Diallo qui n'est pas en Guinée. Et donc, pour le dossier Air Guinée, il estime qu'il faut encore du travail, une enquête supplémentaire pour pouvoir se prononcer davantage sur le dossier. Parfait. Et il n'y avait pas que cela. Il y avait un autre, il y a un autre volet. C'est celui de cabinet Silla, dont on aura d'ailleurs l'avocat tout à l'heure, Bill Gates, justement. On va écouter cet élément et puis en commentaire, on se retrouve derrière. Cabinet Silla a été formellement inculpé et placé en détention. Ses avocats ont intenté un recours contre ces différentes décisions. Non seulement la décision l'inculpant, mais aussi la décision le plaçant en détention. Ces 2 décisions ont été déférées devant la Chambre spéciale de contrôle de l'instruction. Aujourd'hui même,
ce qui a un peu retardé cette conférence, on était à cette audience. On a commencé les débats, mais les avocats ont sollicité de part et d'autre un renvoi à huitaine, donc à la semaine prochaine, pour que cette procédure puisse être examinée. Voici l'état actuel de l'évolution de cette procédure. Ce que notre collègue vient de vous lire ici, c'est que ce dossier fait partie des premiers dossiers qui ont été enregistrés à la CRIEF et qui a été communiqué à la Chambre de l'instruction. Il y a eu des détails de procédure, des détails techniques qui ont fait que la procédure n'a pas pu évoluer correctement compte tenu des spécificités que les avocats relevaient souvent. Chaque fois qu'il y a une décision, les avocats relevaient appel et il fallait donc carrément satisfaire à ces exigences procédurales avant de poser un autre acte. Ce qui a fait, mais vous avez compris qu'à la date du 3 novembre dernier, finalement, on est allé dans la première comparution et M. Sylla, cabinet Sylla, au nom de la personne physique, parce que l'affaire Dioma, c'est en deux volets. Il y a les entités Dioma, personnes morales poursuivies, mais cela n'exclut pas la poursuite des personnes physiques ayant posé des actes allant dans le sens de la commission des infractions à la loi. Voilà, Djiba, j'ai envie de dire, le dossier Bill Gates, c'est un peu un des dossiers symboles dans ces procédures qui sont enclenchées. Oui, tout à fait, avec beaucoup de chiffres. Et il faut rappeler que surtout lui, la CENTIF a beaucoup travaillé sur son dossier puisqu'ils se sont intéressés sur les transactions financières sur ses comptes et donc sur un autre compte en dollars. On reviendra même dans la deuxième partie avec les chiffres plus précisément. Voilà. Donc ton regard général sera certainement intéressant. Tout à fait. Sur un compte en dollars qu'il a, des versements de fonds en espèces de 4 millions de dollars, des transferts de fonds reçus de 16 392 000 dollars, des interfaces de transactions de 34 millions de dollars. Ça, c'est sur son compte en dollars qui ont été, ils ont réussi à mettre la main sur ça. Sur son compte en euros, des transferts de fonds effectués par 2 personnes morales, dont 5 000 dollars, 9 000 euros, des interfaces de transactions de 10 000 euros. À la société Dioma Logistique, des transferts de fonds reçus de 32 921 000 francs guinéens. Ils ont réussi à mettre la main sur ça. Des versements en espèces de 673 millions de francs guinéens sur son compte en dollars US. Ça, c'est en dollars US, 673 millions 370 973 francs. Et sur son compte dollars US, un transfert de 35 687 000. Le compte en dollars intitulé Dioma Logistique a enregistré un retrait en date du 6 septembre 2021 d'1 million de dollars en faveur de Mohamed Diané, ancien ministre de la Défense nationale, qui est aussi actuellement en détention. Donc voilà, grosso modo, le travail que la CENTIF a eu à faire. Maintenant, sur la question d'enrichissement illicite, puisque ça pose débat, est-ce que c'est à la personne qui est mise en cause de justifier la somme ou bien c'est à la justice? Et donc la réponse est oui, effectivement, c'est à la personne qui est mise en cause de prouver effectivement l'origine de ces fonds. Est-ce que tout cela viendrait de ces sociétés? Comment les sociétés ont été... Et voilà, justement, Djiba, je pense que la grande nouveauté dans ce dossier-là, ça consistait au moment où la substitut du procureur dit qu'en réalité, le monsieur va donc créer à partir de 2019, c'est là je venais, justement l'antériorité donc de sa richesse et de voilà. Il a été nommé en 2014 comme intendant. D'abord, il faut rappeler, dans son audition, il avait dit qu'il a commencé les affaires depuis les années 90. Alors, ils ont mené des enquêtes. La première société qu'il a créée, le RCCM, sur lequel ils ont réussi à mettre la main en premier. Disons la seule au terme de cette communication. Date de 2010. C'est Business Marketing International. C'était une société commerciale. Donc, quand il a été nommé en 2014, 3 ans après 2019, il crée 3 sociétés. Dioma Group SA, Dioma Logistique et Dioma Transport. Donc, les 3 sociétés qui ont été créées en 2019, selon les explications du procureur, ont été créées le même jour. Et donc, il estime que conformément au code pénal, il y a un problème de conflit d'intérêts. Il est intendant à la présidence et crée des sociétés qui ont des marchés étatiques. Et donc, l'origine de ces fonds créés le même jour
Donc ça a mené à des réflexions et aujourd'hui le débat aussi se porte sur ça. Donc après sa nomination, c'est qu'il a eu avant sa nomination. La justice forcément ne s'intéresse pas à ça, mais c'est après sa nomination en tant qu'intendant en 2014, les sociétés qui ont été créées, c'est là le débat se pose. Mais une fois encore, ces avocats estiment que Bill Gates, il vient de très loin, c'est un homme qui a fait fortune avant d'arriver à cette tour. Parfait, Daouda, c'est là que ça va être intéressant d'entendre son avocat tout à l'heure, parce que de ce que nous apprenons de Bill Gates, c'est quand même quelqu'un qui a eu une antériorité intéressante dans le domaine des affaires en Guinée. Effectivement, c'est ce que j'ai voulu relever. Mais d'abord, sur le montant d'$1 million dont on parle bien sûr de Mohamed Diané d'un côté, mais lorsqu'on va plus loin dans la description de Mohamed Diané, on parle de né en 1970. Je me demande bien si c'est Dr Mohamed Diané qui a effectivement né en 1970. On se souvient de cela. Ou c'est un autre Mohamed Diané, parce que dans les causeries, j'apprends quand même qu'il y a un autre Mohamed Diané qui ne serait pas Dr Mohamed Diané, qui serait, je crois, le petit d'un entrepreneur qui travaillerait dans l'électrification en Guinée. Alors, et de l'autre côté, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des soupçons autour ou d'ailleurs des doutes pourquoi le même jour la création de Dioma SA, Dioma Logistique, Dioma ainsi de suite. Mais de l'autre côté, j'ai écouté également Ali Touré quand il a dit qu'avant 2010, il n'était qu'un simple vendeur de pneus. pas qu'un simple vendeur de pneus. Ça c'est important, oui. Bill Gates, c'est pas. Il a une histoire. Il a une histoire. Bill Gates a une histoire. Et cela, je crois, est su et puis qui a dit qu'un vendeur de pneus est un simple vendeur de pneus. Ce n'est pas un simple vendeur de pneus. Parce que quand vous partez aujourd'hui à la SIG Madina, à Madina, vous avez des infos sur Bill Gates. C'est vrai qu'aujourd'hui, il peut bien avoir des privilèges en ayant occupé l'intendance pour avoir des privilèges de passation des marchés ou autres, mais il a un départ. Et ce départ, je crois, il n'est pas négligeable. Il faut aller méthodiquement. Nous prouver aujourd'hui qu'effectivement, Bill Gates, son enrichissement, il a été peut-être abusement avec Alpha Condé, mais il a un départ qu'il ne faut pas oublier. Il ne faut pas occulter cela, parce qu'un homme d'affaires, plus il évolue, plus il a des idées, et cela, il l'amène à structurer un peu ce qu'il est en train de faire. Et la question quand même du conflit d'intérêts, cher Daouda. C'est ce que le conflit d'intérêts, je dis, il faut aller méthodiquement. Parce qu'il faut le prouver, effectivement. Il faut aller méthodiquement. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas que parce qu'au moment d'Alpha Condé, il a eu, je le disais, ces facilités. Ces facilités d'accéder à des marchés ou autres. Mais c'est aussi cela un homme d'affaires. Je disais, il a peut-être pensé le même jour à créer les 3 groupes en même temps. Mais un homme d'affaires, vous commencez peut-être. Il y en a qui connaissent le départ, par exemple, de Sanloa. En fait, la question, c'est. On la posera à l'avocat. Daouda, voilà. On la posera à l'avocat. Mais est-ce que, en tant que commis de l'État, gérant des fonds de l'État, est-ce qu'on est en droit de créer une entreprise qui pourrait faire affaire avec cet État? C'est ça là. C'est effectivement là le problème. Mais lorsqu'on nie son départ, pour dire qu'il est parti de nulle part seulement en 2010. Non, Bill Gates a bien une histoire, et c'est un richissime qu'il a été avant 2010. Je suis d'accord qu'il a eu, Djiba, je suis d'accord qu'il a eu une histoire, qu'il a même appuyé plusieurs fois le professeur Alpha Condé. L'un des témoins privilégiés. Avant même que Alpha n'accède au pouvoir. L'un des témoins privilégiés de son histoire avant sa nomination à la présidence de la République, c'est bien le professeur Alpha Condé. Il a été le bras financier de Alpha Condé ici, un des bras financiers de Alpha Condé pendant les périodes de campagne ou pendant les périodes politiques sous Lansana Conté. Je me souviens bien que c'était lui qui investissait dans tout ce qui est gadget, et même on se souvient de la célèbre Hummer jaune que Alpha Condé avait à l'époque, c'est lui qui le lui avait offert. Donc oui, c'est lui qui avait offert la Hummer jaune. Et ça, c'est pas un simple vendeur de pneus. Oui, et à l'époque, souvenez-vous bien qu'à l'époque, c'était une voiture de luxe. C'était considéré comme des Cadillacs aujourd'hui en termes de prix. Donc ça veut dire que l'homme était quand même un homme qui avait bâti une fortune à l'époque. Maintenant, venons-en au fait de sa nomination. Alpha Condé ne quittait pas son magasin. Pas du tout. Il ne quittait pas son magasin. Tant qu'il était à Conakry, il était dans le magasin de Bill Gates. Pas du tout. Est-ce que juridiquement, il est possible déjà de créer
créer 3 sociétés le même jour, je ne vois pas de contradiction. Je ne dirais pas non. C'est quasiment possible de créer 3 sociétés le même jour. La bonne question est de savoir l'accointance qu'il y a eu entre les groupes Joma et l'État. Mais quand cela ne tient, il faut aussi pas oublier un aspect, c'est que l'homme gérait la caisse noire du président Alpha Condé à l'époque, ce qu'on appelle les fonds souverains du président de la République, c'est quand même lui qui le gérait. Donc à un moment donné, je pense que la justice doit pouvoir faire la part des choses, mais le danger de tout ça... Il semble que non. Il semble que non. Il semble qu'il ne gérait pas la caisse noire du professeur Alpha Condé. C'est ce qu'on dit. Les fonds souverains, la effectivement. La précision a été apportée hier. Ça, c'est ce qu'on dit. Le procureur a fait la part des choses entre Bill Gates au service d'Alpha Condé, la personne, et au service de la présidence qui est une institution républicaine. Parfait. Donc, Bill Gates a été nommé par décret présidentiel. D'accord. Maintenant, va-t-on tuer tous les richichimes hommes de notre pays? Je pense qu'à un moment donné, on parle d'un agent public qui investit dans le privé, c'est différent. Voilà, donc on va se retrouver justement après la pause. On a 10 minutes de pause et derrière son avocat, nous l'entendrons, Maître Almami Samori Traoré prendra la parole ce matin. Et puis du côté de Guékédou, ce sera Sa Norbert Tolno, président du quartier Vauto. Il prendra donc la parole ce matin. C'est là où des gens disparaissent et on ne sait pas où ils sont partis. On se retrouve dans 10 minutes. Voilà une longue énumération justement de montants touchant finalement aux avoirs de Cabinet Sylla. Il lui est notamment reproché, mon cher Antoine, d'avoir profité donc de cet avantage d'intendant général à la présidence de la République pour créer des entreprises alors même qu'il était agent de l'État et que par ce fait, par ce canal, il se serait enrichi, Antoine. Oui, la précision qu'il faut apporter, c'est que le parquet qui a communiqué est une partie du procès. Donc, ce qui veut dire que les propos avancés ne sont pas forcément ce qui est, parce que de l'autre côté, les avocats de Cabinet Sylla ont des éléments, selon eux, contraires à ce que présente le parquet spécial. Mais ce qu'il faut énumérer, c'est que les faits révélés sont très graves, parce que les montants cités, tel que le dit la CRIEF, s'il s'avère que ce qui est dit est exactement ce qui s'est passé, ça veut dire que Cabinet Sylla était un milliardaire, parce que les montants sont assez faramineux. Mais ça, il était déjà. Ça, il était déjà. Oui, il était en étant aux affaires. Bien avant. Milliardaire. Ah oui. Vous avez les preuves? Écoutez, c'est ce qui se dit en tout cas. Non, en fait, c'est ce qui se dit. Non, je veux qu'on fasse la part. Je veux qu'on fasse la part des choses. Oui, c'est vrai. Mais je dis que c'est ce qui se dit. Un milliardaire, c'est quand même. Faut qu'on soit précis. Dès que tu as un milliard, tu es milliardaire. C'est facile d'être milliardaire en France. On peut être riche et ne pas être milliardaire. Soyons précis. On peut avoir un milliard sur son compte et ne pas être milliardaire. Ah oui? C'est important. Explique-moi comment. Le fait d'avoir des milliardaires, c'est que beaucoup d'hommes sont milliardaires dans ce pays. Bah oui, on peut avoir. C'est le cas, il y a beaucoup de milliardaires. 3 milliards dans ton compte, tu n'es pas milliardaire. Pourquoi? Explique-nous. Il y a des précisions à ce niveau. D'accord, il va nous préciser. Être milliardaire, laissez Antoine à mon avis, c'est en termes d'avoir ce qu'on appelle financier, mais aussi d'avoir matériel. Et à ce niveau-là, non. Parce que 2 milliards dans ton compte, c'est déjà milliard. Non, c'est pas forcément sur le compte. Lorsqu'on déduit de votre avoir sur tout ce que vous devez et autres, et qu'il reste 1 milliard, tu n'es toujours pas milliardaire. Tu n'es pas milliardaire. Moi, à mon avis, je n'ai peut-être pas l'explication précise à ce niveau-là, mais pour moi, le fait d'avoir des milliards sur son compte ne fait pas de vous milliardaire. Et à ce niveau, je veux qu'on soit clair. Déjà des immeubles. Maintenant, est-ce que Bill Gates d'avant et celui qui a été aux affaires au temps d'Alpha Condé était le même? Je ne crois pas, parce que dans la communication qu'il a faite, on dit qu'il avait une entreprise qui date de 2010. Je crois que c'est Marketing Business Group. Voilà, je vais te laisser continuer tout à l'heure pour éclairer la lanterne de nos auditeurs et de nos téléspectateurs et téléspectatrices. Milliardaire, adjectif et nom, qui possède 1 milliard ou plus d'une unité monétaire, c'est-à-dire en francs guinéens ou en francs CFA, tu as 1 milliard, tu es 1 milliard. Donc tu es en train de me dire que le classement que l'on fait très souvent des hommes les plus riches au monde, parlant de milliardaires, le classement que l'on fait, dans lequel on ne retrouve pas
beaucoup de Guinéens qui sont pourtant qui ont des milliards sur leur compte, ça veut dire que ceux-ci sont omis dans la liste. Ben non, c'est ce qui se passe. On dit les plus grands. Non, laisse tomber. Les classements classent les plus grands. C'est pas tous les milliardaires. Quand je dis milliardaire, quand je dis milliardaire, comprenez le sens dans lequel je parle. Je dis pas milliardaire parce qu'on a 1 milliard sur son compte. Milliardaire dans le sens d'être assez riche. Alors tu dis un richissant, mais si on tu dis pas doit un définir un milliardaire parce en parlant d'une personne qui a mis son compte, c'est que Tamba, tu es milliardaire. Non, je ne fais pas ça. Non, millionnaire. Si c'est le cas, je connais beaucoup de Guinéens. Moi, je suis centenaire. Si c'est le cas, tu as 1 million au moins sur ton compte. Si c'est le cas, je connais beaucoup de Guinéens ici qui ont 1 milliard sur leur compte, qui sont aussi milliardaires. Évitons de ce débat-là. Je parle des hommes riches. Moi, je suis millionnaire. Qui sont appelés milliardaires. D'accord, c'est bon. Parce que j'en connais beaucoup qui ne sont pas milliardaires, mais qui sont assez riches. On va entendre son avocat. Il est en ligne. Donc, à ce niveau-là, si tu permets. Et donc, la précision est importante. Moi, je ne suis pas milliardaire. Antoine, arrête. Et donc, l'avocat le conseil de cabinet Silla est en ligne. Bonjour, maître. Les grandes gueules. Bonjour Tamba Zakari et bonjour à tous vos chroniqueurs et vos millions d'auditeurs. On vous reçoit avec beaucoup de plaisir ce matin sur cette actualité. Djiba, à vous pour commencer. Alors maître, vous avez suivi comme nous cette conférence du parquet au niveau de la CRIEF et votre client, ils sont revenus sur son dossier avec des chiffres qui font tourner les têtes les plus solides. Et d'abord, comment vous voyez cette communication du parquet de la CRIEF? Merci Djiba de nous avoir donné l'opportunité pour nous exprimer sur cette question. Évidemment, nous sommes très heureux de la communication du parquet parce que c'est nous qui avons provoqué cette communication suite au placement en détention provisoire de M. Kabine Silla. Mais ce que nous avons noté, c'est que le parquet a communiqué, a donné beaucoup d'informations tronquées et entachées de faux et de contre-vérités que je vais démonter tout à l'heure pièce par pièce. Parfait. Il vous souviendra effectivement que dans la communication du parquet, je vous rappelle déjà qu'il a fait cette communication conformément à l'article 8 du Code de procédure pénale, qui l'oblige en tant que procureur de donner toutes les informations nécessaires pour la compréhension du public et ne pas donner une appréciation sur le bien fondé des charges retenues contre ces personnes-là. Alors, lorsqu'il dit dans sa communication, premièrement, que M. Kabine Silla est un agent public, nous lui concédons effectivement cette expression-là, parce que M. Kabine Silla, quand même, a été nommé par décret du président de la République à l'intendant de la République de Guinée. C'est ça ce qui fait de lui un agent public pendant en fait, cette période-là. Mais lorsqu'il dit que conformément à l'article 650 du Code pénal, M. Kabine Silla ne peut pas exercer une activité commerciale. Si vous permettez, je vais vous lire cette disposition. Justement, maître, nous attendions justement votre éclairage, votre avis sur ce sujet spécifique. On vous conseillerait justement, en plus de la réponse que vous nous apportez maintenant, de vous accorder cette digression pour nous dire si justement la position de Kabine Silla à l'époque à la présidence de la République a pu lui profiter dans ses affaires par la suite. Alors, ce que je vais vous préciser, c'est que d'abord, ce que le parquet dit, il lui appartiendra effectivement de prouver. Je vais vous dire ceci. L'article 650 du Code pénal précise ceci. La qualité de fonctionnaire ou autre agent de l'État, de salarié employé à titre permanent dans un établissement public est incompatible avec l'exercice de la profession de commerçant. La question, c'est de savoir est-ce que M. Kabine Silla était commerçant ou opérateur économique avant d'accéder à l'intendance de la République. Cette réponse-là, elle est vraie. Il était un opérateur économique. Et pour preuve, en 1999, par exemple, les objectifs de la douane en termes de mobilisation des ressources étaient de 204 milliards de francs guinéens. Et les établissements Kabine Silla ont contribué à hauteur, en 10 mois d'activité, à hauteur de plus de 2 milliards de francs guinéens. Les charges actives existent au niveau, si vous voulez, de la douane. Alors, les premières entreprises qui ont été créées par M. Kabine Silla,
c'est l'établissement cabinet Silla depuis 1990. Et les pièces, nous les avons versées au dossier. En 2010, quand il a été question de le nommer intendant de la République, M. Cabinet Silla a décidé de se désengager de ses activités en confiant la gestion de son patrimoine à Mme Fatoumata Diakité, qui est celle qui a créé la société Dioma. Et je reviens sur la qualité, sur la compatibilité entre la qualité d'agent public et l'exercice de la profession de commerçant. Si vous permettez, maître, si vous permettez, maître, c'est assez intéressant, on va aller étape par étape. Comment décririez-vous Cabinet Silla avant d'être promu à la présidence de la République à partir de son volume d'affaires? Un entrepreneur moyen, un petit entrepreneur ou un grand entrepreneur? Comment l'évaluez-vous? Monsieur Cabinet Silla était un grand entrepreneur. En l'an 2000, il faisait partie des 5 importateurs les plus contributeurs au cordon douanier. Je viens de vous faire lecture d'un rapport qui a été établi par la douane qu'en 2004, les objectifs, effectivement, en termes de mobilisation des ressources au niveau de la douane s'élevaient à 204 milliards de francs guinéens. Et les établissements Cabinet Silla ont contribué en 10 mois d'activité à plus de 2 milliards de francs guinéens. Ça, c'est une information que je vous donne, premièrement. Et la deuxième chose que je vais vous donner, c'est que dans les enquêtes, on a révélé, par exemple, que M. Cabinet Silla était titulaire de 6 immeubles. Il y a 3 immeubles qui ont été acquis avant Alpha Condé, et pendant le régime d'Alpha Condé, il a acquis 3 immeubles. Mais nous, M. Cabinet Silla, il a dit aux enquêteurs, mais moi, je vais vous dire que j'avais 8 titres fonciers avant Alpha Condé. Il a produit au débat qu'il est propriétaire de 8 titres fonciers, donc les propriétés immobilières. Quand il a produit ça, le parquet eux-mêmes, ils sont partis à la conservation foncière pour vérifier l'authenticité des 10 titres. Ça a été confirmé qu'avant 2010, M. Cabinet Silla était propriétaire de ces 8 titres fonciers. Donc, pour revenir à la question de la présidence de la République, lorsqu'il a été question, puisque lui-même, il ne peut pas gérer en fait ces sociétés, il a confié la gestion de la société à Mme Fatoumata Diakité. Alors, donc, quand cela a été fait, il était... Alors, maître, si on peut s'écouter, jusque-là, on évolue bien. Il a été nommé en 2014. Et les sociétés dont il est question, Dioma SA, Dioma Logistique SA et Dioma Group SA, ont été créées en 2019. C'est-à-dire juste après sa nomination. Alors, comment vous expliquez, si vous dites qu'il a laissé la charge de la gestion de ses affaires à Mme Diakité, mais sauf que là, c'est après sa nomination que ces sociétés ont été créées. Le parquet continue à dire, et le même jour, ces 3 entités ont été créées en 2019. Que répondez-vous à cela? D'accord. Merci Guiba. Merci Guiba, je vais vous clarifier. Premièrement, le parquet n'a pas la bonne information. Et je l'ai dit dans plusieurs médias, M. Ali Touré et ses qui ne maîtrisent pas leur dossier. D'abord, il a été nommé en 2014, c'est vrai. L'entité Business Marketing existait, les établissements Cabinet Silla existaient à l'époque. Maintenant, la société dont on parle, quand on dit Dioma SA, Dioma Logistique et Dioma Group, alors en réalité, contrairement à ce que le parquet dit, il s'agit d'une seule société, c'est-à-dire Dioma Group SA. Dioma Logistique n'est pas une société à part et Dioma SA n'est pas une société à part. Ce sont des branches d'activité de Dioma Group SA. Quand vous prenez par exemple le média, c'est pas M. Cabinet Silla qui est actionné dans le média. Le média appartient... Clarifiez-nous ça. À l'intérieur d'un groupe, ces branches ont quand même besoin d'une existence légale, non? Merci beaucoup, M. Cabinet et M. Tamba. Vous savez, le groupe Dioma est une dénomination. Ce n'est pas un groupe de sociétés juridiquement parlant. Vous savez, le groupe de sociétés n'a pas de personnalité juridique. Vous comprenez? Donc, ce dont on est en train de parler, il s'agit simplement de la société Dioma Group SA. Créée en quelle année? En 2016. Ça a été créé en 2016. D'accord. 2015, donc soit une année après sa nomination. À 2 ans donc après sa nomination. Allez-y. Monsieur Jacques Lewa Leno, est-ce que M. Cabinet Silla avait des fortunes avant cette date-là? C'est une question que je pose parce que c'était bien sûr d'arriver à clarifier les choses. Est-ce que les sociétés existaient avant sa nomination ou bien après? Et là, vous nous apprenez que c'est bien après. S'il vous plaît, il faut que vous m'écoutez.
on va s'entendre. Allez-y, maître. Notre objectif, c'est vraiment ça, cette clarification. Voilà. Vous avez du temps. Allez-y donc. En fait, il trouve problème qu'après sa révélation que la société a été créée. Mais lorsque vous êtes... la loi qui fixe les conditions d'agent public, la loi la date de 2019. Ça veut dire qu'avant cette loi-là, M. Kabinet Silla n'était pas en agent public parce que la qualité d'agent public n'avait pas été définie par les textes. À l'époque, c'était la qualité de fonctionnaire. Et il n'était pas fonctionnaire. Donc la société a été créée, c'est un fait. On ne nie pas, ça existe. Mais est-ce que la création de la société est incompatible avec sa qualité d'agent public? Non. Parce qu'en réalité, lui-même, il n'exerce pas d'activité commerciale. C'est la société qui exerce l'activité commerciale dans laquelle il est actionnaire. La précision, elle est très importante en droit. Donc c'est pour vous dire que lorsque on vous dit qu'en conformant à l'article 650, il ne peut pas exercer une activité commerciale, c'est vrai, mais lorsque vous êtes actionnaire dans une société, vous n'exercez pas une activité commerciale. Ah, il était actionnaire. Quand vous dites actionnaire... Il était actionnaire à quelle hauteur? Mais c'est l'unique actionnaire. C'est une information que nous ne cachons pas. Donc c'est sa société en fait. Effectivement. D'accord. Maintenant, allez-y. L'autre question, c'est vrai aujourd'hui que vous nous rappeliez tout cela, mais c'est aussi les facilités que Bill Gates peut avoir à obtenir, en fonction de sa position d'intendant, à obtenir des marchés de l'État. Quel marché de l'État il a obtenu? Non, mais ça a été ressorti. Alors, non, maître, je vais vous poser la question précisément. Je pense que tous les Guinéens ont entendu que M. Kabinet Silla, c'est lui qui achetait des voitures pour le gouvernement, pour la présidence. Tout ceci a été dit. Et donc, on veut vous entendre aujourd'hui là-dessus, maintenant qu'on a l'occasion d'en parler. Et la question fondamentale à l'intérieur, c'est celle justement que, en ayant une telle position et en étant actionnaire majoritaire dans un groupe qui fournirait donc des services et des biens à l'État guinéen, il entraverait qu'il y ait justement une libre concurrence, une concurrence ouverte avec d'autres sociétés établies en Guinée. D'abord, je vous informe que quand on vous dit que c'est lui qui fournissait des véhicules à la présidence et autres, je vous dis d'abord que c'est faux. D'abord, c'est pas vrai. Il faut qu'on s'entende dessus. Pendant toute la durée de vie des sociétés de Kabinet Silla, il n'y a eu qu'un seul marché public. Un seul. Et je défie le procureur spécial de nous prouver le contraire. Il s'agit des 28 pick-up qui ont été livrés au ministère de la Défense nationale. D'accord. Le contrat, c'est ce qu'il vous a donné hier comme information pour dire que 10 milliards ont été versés dans les comptes de Dioma Group. Effectivement, c'était en exécution de ce marché. Et ces pièces-là, c'est nous qui les avons produits. À part ça, il n'y a pas eu de vente de véhicules de Kabinet Silla ou de Dioma à l'État guinéen. C'est pas vrai. Sur ce marché spécifique, est-ce qu'il y avait eu un dossier d'appel d'offres, une libre concurrence ouverte à d'autres prétendants? Je vais vous dire toutes les règles prévues par le Code des marchés publics ont été respectées. Toutes les règles prévues par le Code des marchés publics. Toutes les règles. D'accord. Alors, maître Samori, dites-nous alors, quelle réaction avez-vous après avoir entendu tous les montants évoqués hier par le parquet, des montants devises en francs guinéens, à coups de milliards parfois. Dites-nous, est-ce que tous ces montants existent et quelle explication vous donnez à ces transactions? Très bien, merci. Je vais d'abord vous informer que le fait d'entendre ces montants, pour nous, ce n'est pas une première nouvelle, parce que M. Charles White, si vous vous rappelez, il était procureur général, il a fait la même chose. La première précision que je vais apporter, d'abord, ces montants, il ne s'agit pas des comptes personnels de M. Kabinet Silla. Je précise déjà que M. Kabinet, dans ses comptes personnels, il n'a pas plus de 2 milliards. Lui-même, Bill Gates, il est. Premièrement. Deuxième chose, tous ces comptes-là, tous ces fonds-là figurent dans les comptes... 2 milliards de francs guinéens, il n'a pas plus de 2 milliards de francs guinéens ou de dollars? Compte personnel. Non, compte personnel. Voilà. En francs guinéens ou en dollars? 2 milliards de francs guinéens. Ah d'accord, merci. Ça n'atteint pas cela. Vous comprenez? Maintenant, les comptes dont le parquet parle, ce sont les comptes de l'entreprise. Et le montant qu'il vous a donné, ce sont des mouvements de comptes. Ce sont des évolutions. Il ne s'agit pas, si vous voulez, d'un solde en réalité.
C'est pour vous dire quoi? En fait, Djoma, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que Djoma est presque une multinationale. Pourquoi? Aujourd'hui, quand vous prenez rien que la logistique, le transport des minéraux dans la zone minière de Bopé, les entreprises qui utilisent les services de Djoma existent. Et tous les fonds que vous avez vus ont été versés par ces entreprises-là avec des contrats régulièrement établis, des factures à l'appui. Nous avons produit toutes ces pièces-là dans nos dossiers de la procédure. Tout a été versé. C'est pourquoi nous attendons, et j'ai bien aimé quand un journaliste a posé la question à monsieur, au procureur spécial, pour lui demander, est-ce que vous pouvez nous dire quel est le montant que M. Kabila Silla a détourné? Il a dit, je ne peux pas vous dire combien il a détourné, parce que je ne sais pas. Et mieux que ça... L'autre précision, Maître Samori, ça a été apporté hier par le... Antoine. Oui. Voilà, Maître, il y a cette question d'Antoine Kourouma, allez-y. Oui, l'autre précision, Maître Samori, parlant de la fonction qu'occupait M. Kabila Silla, parce qu'on parle de conflit d'intérêts, le procureur a apporté la précision hier. Kabila Silla n'était pas au service d'Alpha Condé en personne, mais plutôt au service d'une institution qui est la présidence de la République. Kabila Silla a été nommé par décret intendant général à la présidence. On estime que le fait qu'il ait des initiatives privées, ça peut être considéré comme un conflit d'intérêts. Il y a le cas de la société Djoma Logistique où on parle de 400 camions quand même sortis d'usine que possédait l'entreprise. Est-ce que pour vous, il n'y a pas de souci lié à l'acquisition des marchés sur le terrain? D'autant de camions. D'abord, est-ce que vous confirmez qu'il en avait 400 camions sortis d'usine? Non, le nombre de camions n'était pas 400, c'est pas vrai, ça n'était même pas 300 camions. C'était combien alors? Exactement combien de camions? C'était aux alentours de, je crois que c'est aux alentours de 250 quelque chose. Aux alentours? Aux alentours? D'accord, allez-y. Oui, alors, d'abord, premièrement, l'inquiétude qui pouvait se poser, c'est si, effectivement, M. Kabila Silla utilisait en fait sa fonction pour avoir des marchés de l'État. Je vous ai démontré qu'il n'y avait qu'un seul marché, la livraison de 28 véhicules, pendant tout le temps qu'il a fait là-bas. Tout le reste, ce sont des entreprises privées qui ont quand même fait des appels d'offres. Maintenant, lorsqu'il dit en tant qu'agent public... Privé appartenant à un agent public, il faut le préciser quand même. Entreprise privée appartenant à un agent public. Monsieur, vous n'avez pas compris. C'est ce que je vous dis. La société Djoma appartient à... Les grandes gueules. On ne s'en cache pas parce que ce n'est pas illégal. Je vais vous dire simplement que les marchés que la Djoma a eus, c'est avec d'autres entreprises privées, ce ne sont pas des marchés publics. Donc on ne peut pas dire qu'il a utilisé son influence pour avoir un marché public. D'accord. Alors maître... Ce sont des sociétés qui décident. D'accord, maître... Allez-y. À la présidence de la République, je vais vous dire ceci. M. Kabila Silla ne gérait aucun fonds public. On lance un défi au procureur spécial de nous sortir une seule signature à la présidence de la République de sortie d'argent de M. Kabila Silla. Il n'y en a pas parce qu'il n'est pas DAF, il n'est pas ordonnateur, il n'est pas comptable. Bon sang de Dieu, qu'on lise son décret. D'accord. Antoine, justement, finalement, sur le rôle d'intendant. Dans ce cas, on a envie que vous nous aidiez à savoir c'est quoi un intendant. Ensuite, est-ce que l'intendant perçoit-il un salaire? Parce qu'on a annoncé hier qu'il percevait un salaire de 6 100 000 francs guinéens. C'est quoi son rôle? Est-ce qu'il a un budget qu'il gère en étant à ce poste? Quelles sont ses prérogatives, maître? Alors, je vous informe déjà que les prérogatives en sa qualité d'intendant, c'est ceci. Il s'occupe des services privés du président de la République. Ça veut dire que si le président de la République... De la présidence ou du président? Dans la gestion du président, je vous donne des informations. Il s'occupe d'abord des services privés du président de la République. Il s'occupe également de la gestion des palais, des matériels. Les grandes gueules. Et son service relève du cabinet du président de la République, le directeur du cabinet du président de la République. Et la dernière information que je vais vous donner, il n'y avait aucun budget alloué à M. Kabila Silla. Aucun budget, aucune ligne budgétaire. Je pense que les informations que je vous donne quand même sont vérifiables.
s'il y avait une ligne budgétaire qui était allouée à son service. D'accord, maître. Peut-être deux questions pour vous. La première, c'est par rapport à la question, puisque la CENTIF a travaillé sur ces transactions, on parle d'enrichissement illicite dans les chefs d'accusation et on sait que la charge de la preuve incombe à l'accusé. C'est pas le fait de trouver ces chiffres qui peuvent aussi incriminer votre client, mais il faut qu'il soit aussi capable de justifier la provenance de ces fonds. Aujourd'hui, où en sommes-nous? L'autre question, c'est par rapport au gel des avoirs. Est-ce la saisie des biens, à la saisie des biens conservatoires. Et où en sommes-nous aujourd'hui avec cet autre pan? Oui, parce qu'on sait que votre client est concerné également par cette longue liste qui a été évoquée. Comment y réagissez-vous? Les grandes gueules. Alors, moi, je vais vous donner des informations claires, si vous me donnez un peu de temps. Allez-y. En fait, s'il vous plaît, lorsque l'information judiciaire a été ouverte le 27 janvier, le rapport de la CENTIF n'existait pas, parce que ce rapport-là, il date en réalité du 8 mars 2022. Alors, quand l'information judiciaire a été ouverte, les juges ont estimé qu'il y avait bien, ils ont fait une commission rogatoire au niveau de la gendarmerie. À la gendarmerie, M. Kabinet Silla a eu, avec l'administratif général de la société, de justifier pièce par pièce tous les montants qui sont dans les comptes et lui-même ses propriétés immobilières. C'est pour ça que je vous dis qu'à cette occasion, lui-même il a dit, mais vous parlez de sites, moi j'avais au moins 7 avant Alpha Condé. Donc il a eu l'opportunité de produire toutes les pièces qui justifiaient ces montants-là. Et c'est dans le dossier. Pourquoi le parquet n'en parle pas? Par rapport à la saisie des fonds, vous savez, M. Kabinet-Silla, d'abord, tous ces avoirs ont été saisis. La justice nous l'ordonne. Quand nous avons entamé des procédures, la CRIEF a pris des ordonnances, nous avons exercé des recours. Aujourd'hui, on est à la Cour suprême par rapport à ces gels-là. Donc, la liste qui est sortie, nous, c'est un non-événement parce que nous sommes déjà sous le coup d'une procédure. On est en train de se battre. Donc, c'est pour vous dire que aujourd'hui, moi, j'aimerais quand même entendre le parquet pour dire que M. Kabinet-Silla a détourné un quelconque montant au président de l'État guinéen. Malheureusement, il n'en a pas et on fait souffrir le monsieur pour rien. Il n'en a pas peut-être d'abord, mais la procédure, vous êtes avocat, vous savez que ça peut prendre le temps que ça prendra, mais est-ce que de l'autre côté, vous n'êtes pas aussi en train d'aller plus vite en besogne pour vouloir coûte que la procédure s'arrête aujourd'hui? Pendant ce temps, il y a des possibilités de dissimulation de certaines autres preuves. Vous savez, nous sommes très à l'aise. La procédure là, elle dure pendant une année. Parce que depuis janvier quand même, ou depuis avant ça, je crois que c'est le premier dossier de la CIEF. Mais aujourd'hui, vous savez, quand il y a eu des enquêtes au niveau de la commission rogatoire, au niveau des enquêtes, ils ont essayé de sillonner tous les services de l'État, les marchés publics, les impôts, la douane. Et la conclusion a été quoi? Qu'il n'existe aucun indice pouvant justifier, si vous voulez, l'inculpation même de M. Kabinet-Silla. Quand ils ont convoqué pour la première fois depuis le 29 avril 2022 pour inculper M. Kabinet-Silla, en tant que conseil, nous les avons écrit. On dit en l'état actuel de la procédure, il n'y a pas de nouveaux éléments, vous ne pouvez pas l'inculper. Et la dernière fois, quand il a été inculpé, les juges ont fait du forcing parce que ce procès verbal de synthèse existait dans le dossier et qui fait le résumé de tout le dossier. Donc on ne comprend pas aujourd'hui, après plus de 10 mois de procédure, qu'on n'arrive pas à avancer dans la procédure et qu'on ne nous dit pas exactement. En fait, M. Kabinet-Silla, on l'en veut parce qu'il a réussi dans sa vie. Et moi, je suis très formel là-dessus. Si ne serait-ce qu'un seul montant qui est dans les comptes aujourd'hui, qui n'est pas justifié, je peux comprendre. Mais je vous dis qu'on a déposé toutes les preuves. D'accord. Lui-même, il a donné plus. D'accord. En tout cas, maître, vous êtes quand même assez très précis sur ces questions-là. Merci de cet éclairage que vous nous avez apporté ce matin sur un dossier aussi brûlant. Merci beaucoup. De savoir qu'il avait plusieurs sociétés, contrairement à ce qui se disait. Il avait un parcours, un peu plus de 2 milliards de contributions au Trésor en 2010, déjà avant même sa nomination. Kabinet-Silla avait donc un parcours dans les affaires. Question particulière, il s'agira de pouvoir établir des accointances
entre l'agent public justement et les procédures de passation de marché en Guinée. Un dossier emblématique, mais aussi une patate chaude dans les mains de la CRIEF. On continuera de suivre cela. Et puis, dans la dernière partie de cette émission, on parlera de ces avoirs qui sont saisis par la justice guinéenne. Et pourquoi pas, le cas de Gekedou et celui de Fonike Mangé Ibrahima Diallo. C'est dans seulement 10 minutes.